Quelle est votre vision pour l'avenir de notre système de santé ? D'abord, un constat, notre système de santé incontestablement est en danger. On a été confronté à toute une série de mesurettes des différents gouvernements qui en réalité n'ont pas permis de faire face aux défis de notre système de santé ou alors à des prises de décision qui ont aggravé, alourdi la difficulté notamment des professionnels de santé. Nous avons deux défis majeurs, c'est le vieillissement de la population et l'explosion des pathologies chroniques. Moi, je suis toujours frappé de voir qu'il n'y a pas de démocratie sanitaire, si je puis m'exprimer ainsi, à savoir que les politiques publiques ne sont pas mises en œuvre, réfléchies, en mettant autour de la table, en même temps, les patients et les professionnels de santé, ce qui est quand même la condition pour éviter de commettre des erreurs qui aggravent la situation de fragilité de notre système de santé. Moi, je crois beaucoup à la modernisation, en s'appuyant sur l'innovation, une modernisation qui permet d'améliorer la prise en charge des patients, mais aussi de faciliter le travail des professionnels. Mais pour ça, il faut revaloriser la recherche scientifique et médicale et notamment revaloriser le budget public de la recherche que je veux monter, que je veux revaloriser de 30%. Enfin, je crois que l'avenir est aussi à la prévention et il est vrai que ce soit l'affadissement, l'affaiblissement de la médecine du travail ou sa quasi-disparition, il faut bien le dire, de la médecine scolaire, eh bien, il faut remettre après tout en fonctionnement ce qui marche et ce qui permet d'éviter de voir se développer des pathologies plus lourdes, plus graves et donc par définition plus coûteuses. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour redonner du temps médical à tous les médecins ? C'est sûr que ce temps médical s'est considérablement réduit puisque les tâches administratives représentent aujourd'hui, et c'est tout à fait considérable, un quart du temps que consacrent les médecins à leur activité. Il faut à tout prix dégager ce temps pour les médecins pour leur permettre de faire le travail pour lequel ils sont formés et somme toute qu'on attend d'eux. Alors ça va passer par un certain nombre de choix. D'abord, supprimer le caractère obligatoire du tiers payant généralisé. Clairement, je crois que ceci a été un élément de perturbation, de chaos dans toute une série de cabinets. Deuxièmement, permettre aux cabinets d'embaucher du personnel médico-administratif et notamment par l'intermédiaire d'incitations fiscales. Ce sera toujours moins coûteux que de voir des médecins passer un quart de leur temps à remplir des papiers et puis permettre aux médecins, là encore, ceci est parfaitement, on peut parfaitement l'organiser, de s'équiper de matériel informatique et d'outils informatiques qui soient performants, d'outils numériques qui soient performants. Mais là encore, c'est un choix. Il faut savoir en politique ce que l'on veut obtenir. Et moi, je suis frappée de voir qu'aujourd'hui, le nombre de médecins augmente, qui somme toute, travaillerait bien encore quelques années et qui, à raison de l'aggravation de ce poids bureaucratique sur l'exercice de leur profession, eh bien, renoncent à cela et disent que tant pis, ils partiront plus rapidement. On a vraiment contribué là, très clairement, de la part de l'État, à déséquilibrer encore un peu plus le système de santé. Quelles propositions formulez-vous pour rendre le métier de médecin attractif, valoriser la profession et garantir leurs compétences tout au long de la vie ? D'abord, il y a quand même une appétence pour la profession de médecin encore. Je veux dire, il y a 60 000 candidats par an qui souhaitent devenir médecin. Bon, donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'il faut valoriser à tout prix l'exercice de la profession et la rendre plus attractive. Bon, je crois qu'il y a déjà une chose, c'est évidemment réfléchir au tarif de la consultation. Parce que c'est ça une des grandes réclamations des médecins. Ce tarif de la consultation
sollicitation, il ne suit pas l'évolution du coût de la vie, et c'est tout à fait anormal de faire peser ainsi le poids, en quelque sorte, cette forme de gel sur les médecins. Ça, bien sûr, ça n'est pas très attractif quand on sait que, notamment dans les déserts médicaux, évidemment, ça nécessite un investissement considérable de la part des médecins. Il y a assez peu, il faut bien dire, d'horaires qui sont très déterminés, donc la contrepartie, ça doit être quand même qu'ils en vivent correctement. Deuxièmement, il y a un problème de sécurité. Il y a de plus en plus de médecins qui sont confrontés à des actes d'agression et qui rend évidemment la profession beaucoup moins attractive. Et puis, il faut aussi, je crois, mieux développer le développement professionnel continu, c'est-à-dire la formation tout au long de la vie pour que cette formation soit optimale. Mais là encore, 60 000 candidats, quand on sait en plus que ceux qui auront leur examen, il y en aura 25% qui n'exerceront pas, hein, il y a vraiment un effort à faire dans ce domaine. Que comptez-vous faire pour remédier à la problématique des déserts médicaux ? Bon, d'abord, pardon, mais augmenter le numerus clausus, ça aurait dû être fait il y a déjà une quinzaine d'années. Ça fait 15 ans qu'on s'aperçoit qu'on a un problème de nombre de médecins. Je disais tout à l'heure qu'il y a 25% des médecins qui ont leur diplôme et qui n'exerceront pas. Et en réalité, on continue à enserrer ce numerus clausus et à aller chercher des médecins à l'étranger dont on espère qu'on va les payer moins cher. Ça, c'est vraiment un cercle vicieux qu'il faut immédiatement arrêter. Moi, je suis pour qu'on mette en place un stage d'internat de 6 mois, en demandant bien entendu à ces internes d'exercer pendant ces 6 mois dans une zone sous-dense. Il faut permettre à des médecins qui s'apprêtent à aller à la retraite de rester quelques années de plus, à charge évidemment de leur accorder des déductions de charges. Il faut développer les maisons de santé pluridisciplinaires tout en conservant la liberté du médecin. J'y tiens énormément, mais parce que je pense qu'elles sont attractives en réalité pour les jeunes médecins, ces maisons pluridisciplinaires, et elles permettent bien entendu de continuer à mailler le territoire, ce qui est un enjeu majeur aujourd'hui. Et puis de manière plus générale, il faut redynamiser l'intégralité des territoires, car on voit bien qu'il y a là aussi un cercle vicieux, moins de services publics, moins de commerces de proximité, moins d'installations de familles, donc moins d'écoles, donc moins de médecins. C'est tout l'ensemble, si vous voulez, de ce cycle qu'il faut revoir à l'envers pour à nouveau avoir des territoires qui vivent, avoir des centres-villes qui vivent et avoir des médecins qui ont envie, grâce à la qualité de vie, encore une fois, dans notamment les campagnes, parce que ce sont elles qui sont souvent sous-denses, de s'installer, de rester et de faire carrière. Comment remédier à la saturation permanente actuelle des services d'urgence ? D'abord, je vais être obligée de parler d'un sujet qui fâche, mais comme je vais être la seule, tant pis, j'assume. Je vais parler du poids considérable que représente l'immigration et sa prise en charge, et notamment l'aide médicale d'État, dans la surcharge que vivent aujourd'hui notamment les urgences des hôpitaux. C'est un fait, et donc moi j'assume très clairement le choix de supprimer l'aide médicale d'État et même de mettre en place un délai de carence pour les étrangers qui viendraient en France et qui, durant 2 ans, verraient s'appliquer ce délai de carence, comme c'est le cas depuis récemment en Grande-Bretagne. Le problème majeur, c'est qu'il y a beaucoup d'admissions qui, en réalité, ne relèvent pas des urgences et qui créent cet embouteillage insupportable. Il faut donc mieux orienter les clients avant l'admission, peut-être créer, nous l'avons envisagé, des maisons de santé dédiées aux petites urgences pour précisément éviter que les vrais services d'urgence passent à côté de pathologies graves et lourdes. On a vu ce fait divers, évidemment, terrible il y a quelques jours. Maillage du territoire, encore une fois, c'est aussi nécessaire pour permettre à des services d'urgence de rester ouverts, parce qu'en réalité, on ferme de plus en plus de services d'urgence, on ferme de plus en plus d'hôpitaux, et donc on crée quand même un tout petit peu aussi les conditions d'une surcharge. Il faut donc, là encore, faire en sorte que tout ceci soit rééquilibré. Que comptez-vous faire pour promouvoir l'exercice de la médecine libérale dans les territoires ?
Écoutez, l'exercice de la médecine libérale, déjà, je suis obligé de vous dire que j'y tiens énormément, parce que je le dis parce que je pense qu'un certain nombre de politiques récemment visaient en réalité à dégoûter l'exercice libéral de la médecine. On parlait de territoire, on parlait de maillage tout à l'heure. Le maillage des médecins sur le territoire national ne peut pas être découplé du maillage aussi des pharmacies, par exemple, de proximité, des laboratoires de proximité, qui eux aussi sont victimes en quelque sorte d'une volonté de les concentrer, de les faire disparaître et de les concentrer. Donc moi je réfléchirais vraiment sérieusement à ce maillage. Je l'ai dit, l'exercice de groupe, je crois, peut permettre quand même de préserver l'exercice libéral. Il faut aussi développer la prise en charge ambulatoire, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est une piste, mais tout n'est pas fait pour ce développement. Donc il faut plus de prise en charge en médecine de ville, ce qui permettra d'ailleurs d'avoir pour les médecins une clientèle qui soit plus large et plus vaste. Le tiers payant généralisé obligatoire a été très largement rejeté par les médecins. Le maintiendrez-vous ? Bon, je crois que tel qu'il a été mis en œuvre, c'est un véritable cauchemar pour les médecins. Donc, on ne peut pas continuer dans cette situation. Mais il faut quand même tenir compte du fait qu'il est réclamé, évidemment, par 74% des patients. Donc, je crois qu'il faut, dans ce domaine, être raisonnable et faire confiance aux médecins. Parce que ce qui est très désagréable pour les médecins, comme pour d'autres professions d'ailleurs, c'est qu'on a toujours le sentiment que l'État, en réalité, les considère a priori comme des fraudeurs ou comme des gens qui se moquent des conséquences de leur acte. Donc le plus simple m'apparaît être que la prise en charge soit décidée par le médecin. Voilà, c'est à lui, en fonction de l'évaluation de la situation de son patient, qu'il connaît, somme toute, mieux que quiconque, à la demande de son patient, de déterminer si oui ou non les conditions de fragilité financière de son patient et les conditions de fragilité de santé de son patient nécessitent la mise en œuvre de cette prise en charge. Faisons un peu confiance aux médecins, arrêtons encore une fois de les considérer avec suspicion et les choses iront beaucoup mieux pour tout le monde. Pour conclure, quel engagement souhaitez-vous prendre devant la profession médicale ? Un certain nombre d'engagements clairs. D'abord, améliorer les conditions d'exercice de la profession, parce que je pense que tant les médecins que les patients y gagneront. Si les médecins ne sont pas bien dans leur exercice, alors ce sont les patients qui en subiront évidemment les conséquences. Alors je pense que la santé est une des aspirations essentielles du peuple français. La maladie touche tout le monde. Ici, il ne s'agit pas d'appartenir aux classes populaires, aux classes modestes, aux classes moyenne, quels que soient les âges, et il faut que l'État, c'est une grande responsabilité, puisse y répondre dans les meilleures conditions. Encore une fois, revoir les tarifications pour que les médecins soient rétribués à la hauteur, encore une fois, de ce qu'ils apportent dans notre qualité de vie, travailler sur leur sécurité, parce que je crois que ces problématiques de sécurité, personne n'ose trop en parler, mais pourtant elles sont de plus en plus importantes. Lutter également contre les revendications communautaristes auxquelles ils sont eux aussi confrontés de manière régulière. Et le nombre de plaintes ne cesse d'augmenter dans l'indifférence générale des pouvoirs publics. Voilà un petit peu les différents axes qui m'apparaissent devoir être immédiatement traités, avec encore une fois cet engagement vers l'innovation dont les médecins savent pertinemment qu'elles peuvent très évidemment et très certainement améliorer leurs conditions de travail.